Pour les ultramarins, venir dans l'Hexagone n'est pas une fantaisie, mais est devenu un luxe. À l'heure du bashing aérien, ce mode de transport n'est pas une option, mais une nécessité première pour les Outre-mer, au même titre que le droit à la santé ou le droit à l'éducation. C'est avec ces mots que débute ce long rapport d'une centaine de pages dont on va parler ce matin. Rapport de la délégation sénatoriale aux Outre-mer sur la continuité territoriale entre l'Hexagone et les Outre-mer. Autrement dit, les dispositifs mis en place pour aider, faciliter les déplacements vers et depuis les territoires ultramarins. Or, et c'est ce que pointe du doigt le rapport en question, les moyens dédiés, le budget est loin, très loin d'être à la hauteur des enjeux et des besoins. Pour en parler, Catherine Conconne, la co-rapporteure de ce rapport d'information, est avec nous ce matin et par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour à toute la population guyanaise et merci pour votre invitation. Et merci à vous de l'avoir accepté cette invitation. Catherine Conconne, vous êtes donc sénatrice de la Martinique et co-rapporteur, je le disais, de ce rapport avec Guillaume Chevrollier, sénateur LR de la Mayenne. Vous étiez d'ailleurs venu en Guyane à la fin du mois de février pour constater directement sur place, on va dire, les manquements de cette politique de continuité territoriale. Du coup, on va commencer par là, Catherine Conconne. La continuité territoriale, c'est quoi exactement? Avant de parler de ce qui va pas, de ce qui est déficitaire, un mot sur l'ambition initiale, on va dire, de cette politique. Ça sert à quoi? Comment ça marche exactement? Eh bien, la continuité territoriale, c'est la politique publique mise en place par l'État pour compenser les difficultés de transport et d'accès au transport des populations et en particulier celles de la dite outre-mer. Il n'est pas normal que sur un territoire qui est une république, qui est censé être uni, où on prône l'égalité, voire l'équité, il n'est pas question que l'on puisse avoir des citoyens à deux vitesses, autrement dit ceux qui ont un accès au transport et au déplacement pour souvent des raisons vitales telles que la santé extrêmement aisée, comme c'est le cas dans l'Hexagone, et puis d'autres populations, parce qu'elles seraient loin, ne peuvent pas, à ce titre, accéder parce que ça coûte trop cher aux déplacements qui sont nécessaires. Donc la continuité territoriale est inscrite dans le cadre du Code des transports et permet donc, oblige l'État à mettre en place un certain nombre d'outils pour permettre à tous les territoires, même éloignés, d'avoir un accès équitable aux déplacements. Oui, il est assez récent en plus ce dispositif, une vingtaine d'années à peu près, c'est qu'en 2003 qu'il a été créé. Absolument, il a été créé en 2003, donc je me dis c'est déjà quelque chose. Il y a quelque chose qui est né en 2003, mais on ne va pas se contenter simplement du fait que ce dispositif a été mis en place en 2003, qu'il y ait eu quelques réformes jusqu'à récemment, puisque il y a une petite augmentation due à l'inflation de la prise en charge, mais on reste très très en deçà des devoirs de l'État. Alors moi, vous savez, je suis pas du genre à passer mon temps à critiquer, à pointer du doigt, à manifester, etc. Il y a un temps pour ça, il y a un temps aussi pour la construction. Et moi, j'estime que les parlementaires, avec les outils dont ils disposent, doivent être en mesure de produire un rapport. C'est le cas. J'ai proposé donc à la délégation sénatoriale aux Outre-mer en décembre dernier ce sujet parce que il y a quelque chose qui me turlupinait. J'entendais beaucoup de gens se plaindre du prix des billets d'avion. Je voyais l'augmentation du prix des billets d'avion. Je reçois dans ma permanence beaucoup de gens qui ont du mal, voire qui n'arrivent pas à accéder à l'accompagnement de la DOM. Donc je me suis dit, il y a un problème là. Il faut qu'on aille plus loin. Et le rapport que nous avons remis révèle effectivement ces carences, mais va aussi en préconisation pour permettre donc à l'État, qui est en plein travaux de refonte de la DOM et de l'accompagnement en continuité territoriale, de pouvoir modifier dans les meilleurs délais les conditions d'accès et d'accompagnement des populations. On parlera évidemment dans quelques minutes de la DOM qui est chargée de mettre en place ce dispositif dont on parle depuis tout à l'heure. Ce qu'il faut dire d'abord et souligner, c'est que derrière ces grands mots, on va dire, qui peuvent un petit peu sembler abstraits, il y a des situations très concrètes et vous en parlez d'ailleurs un petit peu dans votre rapport. Des malades séparés de leur famille, des étudiants isolés, des personnes qui n'ont pas les moyens de rapatrier le corps de leurs proches qui sont décédés en métropole et beaucoup de renoncements. On renonce à poursuivre ses études dans l'Hexagone, on renonce à participer à une compétition de sport parce que ça coûte trop cher, parce que le billet des prix d'avion coûte trop cher. Les besoins, ils sont fondamentaux, Catherine Conconne. Oui, les besoins sont fondamentaux. Vous savez, je vais prendre un exemple, le sport, pour arriver à d'autres qui sont encore plus cuisants. Lorsqu'on a un président de cross, comme c'est le cas de celui de la Martinique, René Méril, qui dit
le sport de la Martinique est en train de régresser, est en train de s'éteindre parce qu'il n'a pas accès au dispositif pour l'amener vers le haut niveau, pouvoir permettre aux équipes de challenger avec d'autres publics dans un plus grand bassin de sportifs, mais également d'aller en stage, d'aller à la rencontre des populations des sportifs de Guyane, des sportifs de Guadeloupe, etc. Lorsque vous entendez ça, c'est quelque chose je me demande, mais elle est où la République? Elle est où? Alors, effectivement, on connaît une tendance inflationniste des billets d'avion avec toutes les questions. La facilité, c'était par exemple de dire, les compagnies aériennes. Que n'ai-je entendu sur les compagnies aériennes? C'est de leur faute. Elles s'en mettent plein les poches. Elles veulent nous saigner. Un président d'association d'antillais en Martinique m'a parlé de braquage de compagnies aériennes. Donc, c'est facile, comme c'est à elle qu'on paye, de penser que la responsabilité lui incombe. Non, ce sont des compagnies qui ont subi des taux d'inflation extraordinaires, tout a augmenté. Même l'alimentation qui est servie dans les avions est augmentée de 30%. Le kérosène a subi une hausse qui multiplie son prix par 3 à l'achat. Je ne parle même pas des contrats de maintenance et des pièces détachées. Il y a certainement un sujet compagnie aérienne, mais pas que. Donc, il faut aller plus loin. Et moi, je me dis que quand le marché ne peut pas réguler, le marché ne peut pas proposer des tarifs qui sont intéressants, eh bien, exactement comme le fait la RATP, la SNCF et tout, il y a une obligation de l'État à venir aider ces populations. Il n'est pas normal que l'on soit dans la perte de chance, j'insiste, perte de chance en termes de santé, en termes d'études, en termes de formation, en termes de sportifs et culturels, ce n'est pas normal. L'équité doit reprendre le dessus dans le traitement des populations de la dite outre-mer. Ouais, ça veut dire que malgré, on va dire, les grandes déclarations de principe d'égalité entre les citoyens, d'égalité entre tous les Français, peu importe l'endroit où ils habitent sur le territoire hexagonal et ultramarin, l'égalité, elle existe pas, elle est absolument pas effective. Quand on connaît l'importance considérable qu'a le prix d'un billet d'avion sur la vie sportive, culturelle, sociale et j'en passe pour tous les habitants. Oui, je ne dirais pas que l'égalité n'existe pas. On peut pas être dans cet excès. Il faut quand même relativiser les choses. On a quand même fait des progrès énormes dans l'accès à l'égalité depuis 1946. Donc, il y a des choses qui sont faites régulièrement. Il y a des parlementaires avant moi qui ont fait des travaux extraordinaires pour permettre l'accès à cette égalité. Mais là, dans cette politique de déplacement et de continuité territoriale, il y a un champ immense qui reste encore à explorer et c'est à nous c'est comme ça que j'envisage que j'exerce mon poste d'élu. Dénoncer certes, dire que ça va pas, respecter quand il le faut, être très ferme et très déterminé quand il s'agit d'exiger à l'État, mais être aussi en proposition. Donc nous avons mené un travail énorme avec plus d'une centaine de personnes vues autour de près de 40 auditions, 2 déplacements qui me semblaient pertinents et que j'ai proposé donc à la délégation qui les ont acceptés, une en Guyane, parce que vous vivez dans un pays où la discontinuité à l'intérieur de la discontinuité existe. On a en une journée été à Maripasoula, vu les écarts en matière d'accès au transport, et puis la Guadeloupe aussi, qui est un archipel avec des difficultés concernant l'accès des populations à ce que les Guadeloupéens appellent le continent, c'est-à-dire la grande île de Guadeloupe, par rapport à la Désirade, au fait, à Marie-Galante. Il faut rétablir de l'équité. Ce dispositif existe par exemple pour la Corse. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire de copier-coller. La Corse a choisi une DSP, une délégation de service public, qui met en place, avec soutien de l'État, un billet d'avion à un tarif extrêmement accessible pour les populations corses. On ne peut pas être dans la même configuration sur d'autres populations, y compris la Martinique, la Guadeloupe, tous les bassins dits ultramarins, parce que mettre en place une DSP, c'est une fausse bonne idée. Pour aller vers l'Hexagone et aller-retour, l'essentiel des personnes qui voyagent sur nos lignes ne sont pas les autochtones. On parle d'un rapport 80-20. 20% pour les autochtones et 80% pour les touristes. Donc, de fait, en mettant une DSP, on élimine la concurrence et on ne permet pas donc à cette population importante qui vient nous visiter et
amener de l'activité et de la valeur ajoutée en termes de tourisme, l'accès aux meilleurs tarifs par le jeu de la concurrence. Il y a aujourd'hui 3 compagnies qui desservent, par exemple, la Martinique, la Guadeloupe. Si vous mettez en place des DSP, vous coupez l'accès à la concurrence et 80% des personnes qui utilisent le flux aérien sont de fait privées d'un accès à la concurrence. Donc, il faut travailler vraiment extrêmement finement, écouter tout le monde, sans lieu commun, sans a priori. Ça a été le cas. On a eu vraiment des auditions extraordinaires, près d'une 40aine. On a eu un accueil formidable en Guyane où nous avons été pris en main par des élus, qui nous ont montré, qui nous ont pointé du doigt. Quand je parle, par exemple, de Guyane, quand la CTG de Guyane met en place une DSP à l'intérieur de la Guyane, qui lui coûte 10 millions d'euros, autrement dit, qui coûte aux Guyanais 10 millions d'euros, on sait bien que nos populations sont plus pauvres, que le revenu fiscal est beaucoup plus bas, donc que les recettes des collectivités sont bien sûr inférieures à taille égale avec celles de l'Hexagone. Et on ne peut pas laisser 10 millions d'euros sur le dos d'une CTG. Il faut que l'État augmente sa contribution, qui n'est aujourd'hui que de petits millions à peine. Les personnes qui sont à l'intérieur de la Guyane, comme c'est le cas à Maripasoula, où il y a une population importante, doivent être accompagnées par l'État également pour avoir accès à la santé, à la formation, à l'école, à des rapprochements familiaux, etc., etc. Dans de meilleures conditions que ça se fait aujourd'hui. Je serais contente de voir qu'enfin la piste de Maripasoula est en travaux et devrait être livrée dans les meilleurs délais. Là aussi, il faut que l'État mette aussi la main à la poche. Ce sont des infrastructures qui sont vitales, qui sont nécessaires à la population, et il est du devoir de l'État d'accompagner les collectivités et d'être à leur côté et de ne pas tout laisser sur le bras des collectivités qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, bien moins dotés en recettes. Oui, vous proposez d'ailleurs une augmentation de la participation de l'État dans les DSP, délégations de services publics, sur les lignes qui n'ont pas de liaison routière, évidemment, et vous en avez dit quelques mots, on pense tout de suite à Maripasoula, et il y a d'autres communes de l'intérieur. Catherine Conconne, vous avez parlé de la Corse il y a quelques minutes. J'aimerais qu'on y revienne pour parler des moyens donnés à cette continuité territoriale. Pour la Corse, c'est 257 € par habitant. Pour l'Espagne, avec les Baléares et les Canaries notamment, qui ont des situations un petit peu similaires, on est à 223 €. Pour les Outre-mer, par habitant, je le rappelle, 16 €. C'est 16 fois moins que pour les Corses. La faute à qui finalement? Le problème principal dans cette différence de traitement, c'est quoi? C'est le budget qui est donné à l'organisme, à l'ADOM, l'organisme censé faciliter la continuité territoriale? Oui, le budget doit être nécessairement revu à la hausse. La Corse, c'est plus de 220 millions d'aînés par an, avec une continuité territoriale qui existe même sur le fret. Sur ces 220 millions d'euros, figurez-vous qu'il y a 100 millions qui sont donnés à l'activité de fret, puisque la Corse est comme nous, elle est porte essentielle de sa consommation, et près de 90% comme nous. Donc, il faut aussi travailler à cela. Il y a une aide au fret qui existe dans le système européen, d'aide européenne, mais qui est aujourd'hui fléchée sur des intrants pour la production martiniquaise ou guadeloupéenne ou guyanaise. Je pense que là, il faut revoir les choses. Il faut une aide au fret qui soit plus généralisée sur le coût d'acheminement des marchandises, mais concernant les passagers, là aussi, on est les petits derniers. Je rappelle que l'Espagne et le Portugal ont aussi des anciennes colonies qui sont sous le statut de route, de régions ultra-périphériques. Il n'y a pas que les routes françaises, comme l'a dit Outre-mer, il y a aussi l'Espagne et le Portugal, Madère, Açores, les Canaries, qui sont aidés de manière substantielle par l'État pour que les résidents puissent voyager. C'est une volonté politique. Tout simplement. C'est une volonté politique. Mais la volonté politique, il faut aller la chercher, il faut aller l'arracher, il faut aller titiller le gouvernement, être ferme et déterminé, arriver avec des propositions qui soient fondées, argumentées. Ça a été le but de ce rapport. 3 mois de travail. Eh bien, lorsque je serai devant un ministre, lorsque je serai devant le président de la République, la première ministre, dans le cadre du SIOM, par exemple, ou de certains nombres de travaux qui sont en cours, je ne vais pas blablater.
Je ne vais pas être dans l'émotion. Je ne vais pas être dans le reproche permanent. Et faire des propositions concrètes, point par point, voilà, pour essayer de résoudre finalement d'un point de vue technique ces problèmes-là. La DOM, justement, Catherine Conconne, on vient d'en parler, et vous l'avez auditionné dans le cadre de ce rapport d'information. Oui. Est-ce qu'elle est consciente de ces défaillances, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas de son incapacité presque totale à répondre aux enjeux? Absolument. Alors, il y a une nouvelle équipe de gouvernance de la DOM. Il y a Maël Diza qui me semble extrêmement dynamique pour les choses en main, ainsi qu'un nouveau directeur. Les cartes sont en train d'être rebattues. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer les 3 directrices, les 3 femmes qui sont directrices de la DOM. Elles nous ont fait part de manière très objective, hein, ce sont des faits, pas des critiques à leur hiérarchie, de difficultés qu'elles avaient. Exemple, le plafond de prise en charge. Figurez-vous que pour une personne seule qui doit bénéficier de l'ACT, il ne faut pas que son quotient fiscal, autrement dit ses revenus, puisque une personne seule, elle a une part de point de vue fiscal, dépasse 11 900 €. Ça veut dire que le dispositif actuel s'adresse surtout à des personnes très pauvres et la très grande majorité de la population, elle n'est pas éligible à cette aide. Exactement. Et quand on connaît la difficulté du coût de la vie chez nous, on sait très bien que SMICAR, qui gagne, quelqu'un qui gagne le SMIC, désolé, c'est pas un riche. Eh ben là, si une personne seule gagne le SMIC, du point de vue de la fiscalité du plafond de conditions de ressources, elle n'est pas éligible. Donc il y a un problème. Je pense, il y a une monoparentalité importante chez nous. Beaucoup de mères ont des enfants dans des foyers où il n'y a pas de conjoint. Eh ben elles se retrouvent avec des salaires qui sont pas mirobolants, avec parfois 2 ou 3 enfants qui doivent partir faire des études. Eh ben, et pourtant trop riches selon les critères qui sont fixés actuellement. Selon les critères, donc ce n'est pas normal. Quand on fait en plus que partir faire des études, c'est pas seulement le billet d'avion. Il faut pouvoir s'équiper, se vêtir. On n'a pas l'habitude de porter des vénages chez nous. Donc quand un enfant arrive en France, il faut lui acheter tout un trousseau qui soit adapté au climat. Il faut pouvoir louer une maison, l'équiper, parce qu'on sait que pendant 9 mois, cet enfant sera strictement en France, il ne fera pas d'aller-retour le week-end dans sa famille, comme ça peut être le cas pour des familles qui résident dans l'Hexagone. Et puis pour continuer ce que vous êtes en train de dire, Catherine Conconne, c'est que cette aide dans le cadre de la continuité territoriale, le maximum c'est 475 € sur le prix d'un billet, et dans votre rapport vous demandez à ce que ça soit plus un montant en euros, mais un pourcentage du prix du billet, c'est bien ça? Donc figurez-vous que dans certaines le billet est pris en charge à hauteur de 75%. Avec un billet, avec un plafond, bien sûr, mais les conditions de ressources, c'est déjà la première inégalité. La première des inégalités. On ne peut pas exiger de conditions de ressources aussi basses à des personnes qui vivent dans des pays où la pauvreté est importante en termes de proportion de la population. Donc, je suis désolée, il y a des efforts importants à faire. Il faut pousser, il faut faire des efforts et nous serons au rendez-vous. En tout cas, ce rapport, j'espère que la DOM et le gouvernement en prendront la valeur ajoutée de construction d'une nouvelle politique en termes de continuité territoriale. Dernière question, Catherine Conconne. Votre rapport, justement, vous l'avez présenté au ministre Jean-François Carenco il y a quelques jours. Derrière les éléments de langage habituels, on va dire, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti une réelle volonté de la part du gouvernement d'aller dans le sens de ce que vous préconisez? Alors, pour être précis, je n'ai pas présenté. Hein. J'avais un rendez-vous avec le ministre et il m'a fait part qu'il avait ce rapport en main, qu'est-ce que j'en pensais. Donc, on a échangé un peu à bâton rompu. Il m'a annoncé déjà un certain nombre de pistes qui semblent aller dans le bon sens. Je dis bien qui semblent aller dans le bon sens. Maintenant, il y a tout un débat qui va s'ouvrir. La délégation fera sa présentation officielle dans les jours qui viennent. Et il y a le SIOM qui est une fenêtre de tir, puisque le SIOM est annoncé pour mi-mai. Un SIOM dans lequel un rapport sera fait par le gouvernement sur un certain nombre de pistes et de propositions. Le rapport est là. Qu'ils en puisent la substantifique moelle, mais moi, en tout cas, en tant qu'élu, ainsi que mes collègues au Sénat élus dans la dite outre-mer, j'espère que je pourrai les entraîner pour être vent debout et aller traquer l'équité partout
où elle doit exister. Merci. En tout cas, c'est mon leitmotiv Ouais. sur ce sujet-là, mais également dans d'autres. Merci beaucoup Catherine Moi, je vous Conconne remercie. d'avoir été avec nous ce matin, et je le précise aux auditeurs et à tout le monde, on recevra ce vendredi matin dans l'invité du 7h Saïd Ahamada, le directeur général de l'ADOM, pour revenir évidemment sur ce sujet dont on n'a pas fini de parler. Merci encore à vous et très bonne journée, à bientôt. Radio